듣고 있죠. Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Heng Sari pour la suite de son interrogatoire du témoin. Vous avez la parole. Maître Carnavas, merci Monsieur le Président et bon après-midi à tous et toutes. Monsieur, j'aimerais que l'on parle maintenant d'un sujet dont on a déjà beaucoup parlé, c'est pourquoi j'aimerais demeurer bref là-dessus, à savoir le comité 870. And so I'm going to begin by referring you to J'aimerais d'abord faire référence 3/64. Il s'agit de votre procès-verbal de votre première audition. À la page 7 en anglais, en Khmer 00 32 80 28 029. En français 00 41 16 97 à 98. Et en anglais 0033 40 88. Dans votre réponse, vous indiquez, vers la fin de votre réponse, vous dire après ils étaient envoyés aux copistes, puis envoyés au comité permanent, puis entre parenthèses il est marqué comité 870. Pan était chargé d'annoter les télégrammes pour les faire transmettre à telle ou telle personne. Vous indiquez donc que le comité 870 est le comité permanent. À la page 13, toujours le même document en Khmer 00 32 81 35 à 37. En français 00 41 17 03 à 04. Et en anglais 00 33 40 54. On vous pose la question suivante. Était-ce toujours envoyé à tous les membres du comité central, du comité permanent, si on reprend l'interprète, ou à une personne mais pas toutes? C'était surtout envoyé au comité 870 la plupart du temps, mais dans certains cas, ce n'était pas envoyé à tous les membres du comité permanent. C'était transmis aux personnes pertinentes, aux personnes chargées de répondre. Question. Qu'est-ce que signifie au comité 870, entre guillemets, à qui cela faisait-il référence? Et vous répondez, cela fait référence au comité central tout entier. Marquons une pause. Vous dites, une fois que le comité permanent, c'est le comité 870, puis une autre fois, vous dites que c'est le comité central. Était-ce des suppositions? Deviniez-vous lorsque vous avez dit cela, ou étiez-vous fondé sur des connaissances directes de la chose? Jamlaiនេះគឺជាចម្លើយដែល Réponse. Ce que j'ai dit, je l'ai fondé sur ma lecture personnelle de différents télégrammes. Certains étaient adressés au comité 870,
ou Ankar 870. Par rapport... Donc, quant à mes suppositions au sujet de ce comité, elles sont incertaines, car je ne suis pas moi-même certain à 100%. La plupart des télégrammes adressés au comité 870, par exemple, le télégramme 236 qui est adressé au comité 870, Maître Carnavas. Laissez-moi vous interrompre car j'aimerais que vous répondiez à mes questions. Peut-être y a-t-il un problème d'interprétation. Sur une page, vous dites que le comité 870, c'est le comité permanent. Quelques pages plus tard, même déclaration, que vous avez signée, que vous avez déclarée exacte. Vous dites que le comité 870, c'est le comité central. Lequel est-ce? Vous avez deux réponses différentes. Que saviez-vous lorsque vous avez dit cela? Réponse. Le mot centre est celui... J'aimerais que vous répondiez à ma question, je vous prie, dit Maître Carnavas. Vous avez comité central, comité permanent? Maître Carnavas parle à micro fermé. Le président. La parole est à l'accusation. Maître de la défense, veuillez attendre, le témoin aussi. Le procureur. Cela fait plusieurs fois que Maître Carnavas pose une question, le témoin tente de répondre, et si la réponse n'est pas satisfaisante, il l'interrompt et pose une nouvelle question à nouveau. Je demanderai à la Chambre de demander au Conseil de la Défense de baisser le ton et de traiter le témoin avec le respect qu'il mérite. Et de cesser de l'interrompre, de lui permettre de répondre aux questions qu'on lui pose. Le président. Maître, veuillez cesser d'interrompre le témoin. Veuillez lui permettre de répondre à vos questions. Peut-être a-t-il des explications à donner dans le cadre de sa réponse sur différents aspects. Nous avons d'ailleurs remarqué cette attitude répétée de votre part. Nous pensons que si vous continuez de l'interrompre, peut-être refusera-t-il de répondre. Maître Carnavas, j'ai essayé d'être respectueux du temps qui m'avait été imparti pour éviter de faire revenir le témoin la semaine prochaine. Donc laissez-moi poser la question, une fois de plus, à la page 7 de la version anglaise du procès-verbal de votre audition, vous dites que le comité 870, c'est le comité permanent. Le comité permanent. Il n'y a pas de parti dans cette déclaration. Quelques pages plus tard, vous dites que le comité 870 signifie le comité central. J'aimerais donc vous poser la question suivante. Savez-vous s'il existe une différence entre un comité central et un comité permanent? Commençons par là. Oui, en effet, il y a une différence, dit le témoin. Maître Carnavas, et voyez-vous la différence entre vos deux réponses?
Réponse. Oui, il existe une différence. Un, entre parenthèses, on voit comité permanent, et l'autre page, il est marqué comité central. Question. Quand on vous a lu ce procès-verbal et que vous l'avez signé comme étant exact et fidèle à vos propos, pouvez-vous nous dire si, à l'époque où vous avez signé, c'était une omission de votre part? Le président. Maître, pouvez-vous répéter votre question? Car il est difficile pour nous de comprendre l'interprétation de vos propos en khmer. Maître Carnavas. À la fin de votre entretien, ils sont revenus vous voir 5 semaines plus tard et ils vous ont montré le document et vous l'avez signé sans faire corriger. Vous venez de nous dire qu'il existe une différence entre le comité central et le comité permanent. Et j'aimerais savoir, était-ce une erreur de votre part quand vous avez indiqué dans cette déclaration que le comité 870 est le comité permanent et le comité central, ou peut-être qu'à l'époque vous ne connaissiez pas la différence? បាទខ្ញុំមិនបានសង្កេតលើចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យនឹងថាការបកស្រាយថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយថាគណៈ Je n'y ai pas fait attention. Quand j'ai vu... Enfin, je n'ai pas remarqué cette différence comité central, comité permanent dans le texte. Mais le message ne faisait pas la différence entre le comité permanent ou le comité central, car il était adressé au comité 870 et avec copie à oncle Noon, oncle Van et frère Kieu. Et j'en ai donc conclu que cela ne faisait pas référence à tous les membres du comité central, ça faisait sans doute référence au comité permanent. Maître Carnavas. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous comprenez que le comité 870, c'est le comité permanent. Et que ce n'est pas le comité central. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Réponse. Oui, c'est exact. Laissez-moi confirmer. Comité 870 fait référence au comité permanent. Maître Carnavas. D'accord. Vous avez aussi indiqué que certains de ces termes étaient utilisés les uns pour les autres. Et que comité 870, bureau 870, 870, c'était la même chose. Et on peut le retrouver dans la transcription du 4 septembre 2012. Voyons voir ce que vous avez dit ce jour-là. RN Khmer 00 84 44 93 en français, page 60 à 61 et 55 en anglais. Vous dites: je ne suis pas tout à fait certain par rapport au terme comité. Et c'est pourquoi, c'est ce que j'ai dit, je ne suis pas certain. Parfois, je lisais comité 870. Parfois, c'était bureau 870. Parfois, c'était 870, sans comité ou bureau. Ce qui me rend la tâche plus difficile. Je ne peux pas être plus précis car on utilise les termes indifféremment. Il est difficile de reconnaître lequel est lequel. Je présume que vous maintenez vos propos aujourd'hui? បាទខ្ញុំរក្សាទុកដដែល
Réponse. Oui, je maintiens ces propos. Question. Le 3 septembre 2012, je vous donne les ERN en Khmer 00 84 42 23. L'interprète se reprend, c'était l'année 2009. Ou plutôt non, l'interprète maintient. Vous dites que quand il y avait la lettre M, ça renvoyait au bureau. 870, c'est la même chose que le bureau 870. Ça renvoie au comité central. Même le terme encart, 870, peut être utilisé de façon interchangeable pour désigner M870 ou 870 ou le bureau 870, ce qui à l'époque était le centre. Et ici l'accusation vous interroge. Donc, ai-je bien compris, à savoir que tous ces noms, encart 870, M870, renvoient tous au comité central d'après la façon dont vous voyez les choses? Réponse, effectivement, c'est ainsi que je voyais les choses. Vous souvenez-vous avoir donné cette réponse à cette question? Réponse. Oui, cela a renvoyé au centre. Pour peu qu'il y avait la mention de 870, cela veut dire que c'était le centre. La défense. Assurons-nous que rien n'a été perdu dans la traduction. Vous avez dit que le comité 870, sans aucun doute, sur la base de la façon dont vous compreniez les choses à l'époque, était le comité permanent. À présent, je vous présente une partie de votre déposition, où il est question de 870, dans différents contextes. Vous avez reconnu que le terme était interchangeable, et ici, vous dites que cela renvoyait au comité central. Pour vous, y a-t-il une distinction entre 870 et comité 870? Dès lors que vous avez déjà dit que vous ne saviez pas bien qu'est-ce qui était quoi à l'époque. Réponse. Je ne suis pas certain de la distinction à faire entre le comité et l'encart. Mais ce dont je suis certain concerne le bureau 870. À chaque fois qu'on parlait de 870, cela désignait le centre. Concernant 870, j'en suis sûr. Question. J'essaye de veiller à ce que vous répondiez à mes questions, car j'essaye de déterminer si vous devinez, si vous supposez, si vous supputez que le comité 870 était le comité permanent, par opposition au comité central. Or, apparemment, aujourd'hui, vous ne savez pas exactement. Est-il raisonnable de résumer ainsi ce que vous nous dites? Réponse. Je ne suis pas certain. Je ne savais pas. Mais ce que je savais, sans aucun doute, c'était que 870, c'était le centre. Question. Passons aux déclarations d'un témoin.
Le professeur David Chandler. Bien entendu, son nom est apparu dans une des objections de l'accusation qui nous a rappelé que ce professeur connaissait bien cette période de l'histoire du Cambodge en particulier. Prenons la déclaration de M. Chandler. C'est sa déposition du 24 juillet 2012. À la page suivante en Khmer, 00 82 66 44 et 45. En français, 00 82 86 07 et 08. Et en anglais, 00 82 87 55. Une question lui est posée. Je vais lire la partie pertinente. Vous nous avez donné une explication et dans votre déposition, vous avez dit que Pol Pot était aussi désigné sous le nom de 870, entre guillemets. Réponse. Oui, à nouveau, je ne veux pas... Je ne veux pas chicaner, mais je ne pense pas qu'il était considéré comme l'encart. Je crois que son nom de code était 870. Ensuite, à la page 66, 44 et 45, en français, 82, 86, 37 et 38, et en anglais, 82, 87, 85. J'ai déposé plusieurs fois ce sujet sans faire référence à l'ordonnance de clôture en décidant que 870 était un nom de code de Pol Pot. Cela est bien connu dans toutes mes recherches et j'ai écrit là-dessus. Quel est votre avis sur l'analyse historique de M. Chandler, selon laquelle 870 renvoyait à Pol Pot, au moins parfois? Le président. La parole est à l'accusation. Témoin, veuillez attendre. Le coprocureur. Objection. On a demandé au témoin ce qu'il pensait des faits. Il a répondu. On lui a répété plusieurs fois la question. On ne doit pas lui demander un avis sur l'avis des experts. Cela n'ajoute rien. Il nous a déjà dit ce qu'il pensait. Il faut en rester là. La défense. Je vais reformuler, Monsieur le Président. Est-ce que l'on désignait parfois Pol Pot sous le nom de 870 selon les connaissances que vous possédiez à l'époque? Répondre. D'après mes connaissances, on n'employait jamais 870 pour désigner une personne. On l'appelait frère Paul ou frère numéro 1 et ça renvoyait à Pol Pot. La défense. Donc, à votre connaissance, 870 n'a jamais désigné Pol Pot. Réponse.
Le bureau 870, ce n'était pas Pol Pot. La défense, je n'ai pas parlé du bureau 870, j'ai parlé de 870. Selon votre compréhension des choses, Pol Pot n'était jamais désigné comme 870 ou considéré comme étant 870. បានគេមិនដែលប្រើ Réponse. Non. Il n'était jamais désigné sous le nom de 870. 870, c'était un nom de code désignant une entité et pas un individu. La défense. Merci. Dernier thème. Je voudrais revenir sur vos déclarations. E3/64, en Khmer 0032, 80, 39 et 40, en français 0041 17 07 et en anglais 0033 40 57. J'ai une question à vous poser sur un télégramme qui vous a été montré, le télégramme numéro 15, E3/1679. Même si le télégramme lui-même ne sera pas examiné, je me limiterai aux questions et réponses. La question était la suivante. Dans ce télégramme, une question a été posée pour demander un avis. Le destinataire de ce télégramme devait-il répondre à cette demande? Ça, c'est la question posée par l'enquêteur. Voici ce que vous avez répondu. Pour certains problèmes, quand Pol Pot pouvait les résoudre, il répondait immédiatement. Mais, dans le cas d'autres problèmes plus complexes, tout le comité devait se prononcer et Pol Pot convoquait le comité central tout entier pour prendre une décision. Concernant certains problèmes, Pol Pot pouvait les résoudre et le faisait tout de suite. Qu'en savez-vous? Sur quoi vous fondez-vous concrètement? Quelle est votre expérience qui vous permet d'affirmer cela? Réponse. Pour ce qui est des télégrammes, il y a eu des cas où il a répondu immédiatement. Par exemple, lorsqu'une demande urgente émanait du champ de bataille, demandant des décisions, des ordres des autorités supérieures. Après réception du message, tout de suite après, Pol Pot répondait. C'est ce que j'ai observé. Mais concernant les questions complexes, il ne répondait pas immédiatement. Comme je l'ai déclaré, peut-être qu'il convoquait une réunion en vue de parvenir à une décision. Et comme je l'ai déjà dit, à chaque fois que j'utilise un terme indiquant qu'il s'agit d'une supposition de ma part, je me suis fondé sur mes propres hypothèses. Et j'ai déjà demandé à la Chambre de ne pas tenir compte de ces parties de mes déclarations. La défense. Et
dites-vous à la Chambre qu'il conviendrait de ne pas prendre en considération la partie de votre déclaration où vous dites qu'il convoquait une réunion du comité permanent pour prendre une décision, surtout compte tenu du fait que vous n'avez jamais assisté à des réunions du comité permanent? Réponse. Effectivement, je n'ai jamais assisté à des réunions du comité permanent. Question. Demandez-vous à la Chambre d'ignorer cette partie de votre déclaration au motif qu'il s'agit d'une hypothèse de votre part? Réponse. Effectivement. Question. Prenons E3/67. C'est un autre exemple. En Khmer, 00, 29, 45, 33 et 34. En français, 0037, 49, 39 et 40. Et en anglais, la page se terminant par 72. Je crois que c'est la page 10. Une question vous est posée au paragraphe 19. Il y est question d'une directive de 870 en date du 3 janvier 78. Et vous dites d'abord avoir reconnu l'écriture de Pol Pot, lequel avait le droit d'apporter des corrections. Voici ma question. Avez-vous reconnu l'écriture comme étant celle de Pol Pot ou avez supposé que c'était la sienne parce que vous supposiez qu'il avait le droit d'apporter des modifications? Réponse. J'avais vu l'écriture de Pol Pot auparavant et les corrections apportées étaient de la main de Pol Pot. Question. Ensuite, en répondant, vous dites ceci. Il se peut que ce document ait appartenu au comité 870 émanant d'une réunion de discussion. On en a fait un procès verbal, mais on ne sait pas qui d'autre a participé et l'endroit de la réunion n'a pas non plus été révélé. Mais parfois, c'était aussi l'idée de Pol Pot. D'abord, il rédigeait et il soumettait le texte à une réunion du comité 870 aux fins d'approbation. Il soulignait en rouge tous les points importants et ça continue. Je constate que vous employez l'expression « il se peut que ». S'agit-il ici d'une autre de ces situations où un document vous est remis aux fins d'analyse et où vous faites des suppositions? Réponse. Effectivement. On ne m'a pas dit de faire attention quant à l'emploi de certains termes trahissant une supposition. Or, pendant les entretiens, j'ai souvent employé des termes comme « peut-être » parce que je n'étais pas sûr. La défense. Merci. Revenons à E3/67. En Khmer, 00, 29, 45, 46 et 47, 00, 37, 49, 41,
Ça, c'était en français. En anglais, 00 43 00 48 3974. Mes excuses. Page 12. On vous montre un document intitulé « Réunion du comité permanent en date du 9 octobre 1975 ». Or, vous avez dit ne jamais avoir assisté à des réunions du comité permanent. Mais voyons ce que vous dites de page plus bas, à la page 14 de la version anglaise. En Khmer, c'est la page 48 et 49, en français 42, 43 et en anglais 76. Je cite, « D'après ma propre analyse, certains n'ont pas appliqué complètement la directive du parti parce qu'ils utilisaient leur position élevée. J'ai vu un dernier document indiquant qu'on n'avait pas demandé l'avis du comité permanent, c'est le fait qu'on avait tué 40 personnes. Et aucun rapport n'a été établi là-dessus. Est-ce que cette analyse se fonde sur votre expérience personnelle sur le terrain? Or, vous dites n'être jamais allé dans les bases. Or, ou bien est-ce que vous avez lu ces documents, vous avez comparé avec d'autres documents et vous avez essayé de répondre aux enquêteurs? Réponse. J'ai été clair dès le début. J'ai dit qu'il s'agissait de ma propre analyse. Il ne s'agissait pas de mon expérience propre qui serait le fait d'une visite dans les bases. J'ai juste vu les documents qui m'étaient présentés par le BCJI et j'ai contribué à effectuer une analyse. Question. Quand vous avez aidé à faire une analyse, comme dans le cas présent, car ce matin, l'accusation a soulevé une objection, et dans ces cas où vous effectuiez une analyse, est-ce que vous ne faisiez pas également des suppositions, puisque dans bien des cas, vous n'aviez pas une connaissance de première main des événements? Réponse. Effectivement. J'ai lu le contenu des télégrammes en examinant les documents qui m'ont été remis afin que je donne des explications. Question. Si j'ai bien compris les réponses que vous avez faites ces 3 derniers jours, et en particulier aujourd'hui, apparemment, vous dites à la Chambre de première instance qu'elle doit être très prudente au moment d'accepter ce qui figure dans vos déclarations à chaque fois que vous faites des suppositions, des supputations, à chaque fois que vous analysez ou que vous concluez. Est-ce que c'est ce que vous dites à la Chambre de première instance? Le président témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. Objection. Cette question est une question à étage et c'est en plus une question de nature à induire le témoin en erreur. Les juges ont donné des instructions et ont fait une distinction très claire entre la spéculation et les réponses fondées sur l'expérience. Compte tenu de ces instructions, on ne doit pas demander au témoin de donner des conseils à la Chambre sur la façon d'apprécier ce qu'il dit. En tout état de cause, on ne peut demander à un témoin ce genre de choses. Les juges sont parfaitement à même d'évaluer les éléments de preuve dont ils sont saisis. Nous savons quelles sont les limites
et le témoin a bien dit quand il s'appuyait sur son expérience et quand il procédait à une analyse et quand, le cas échéant, il émettait des hypothèses. La défense. Une réponse brièvement. Au cours de ces 3 ou 4 jours, le témoin a été interrogé au sujet de la façon dont les déclarations étaient recueillies, la manière dont il les a lues et signées à l'époque. Et quand on lui a présenté certains extraits de ces déclarations, à maintes reprises, il a dit qu'il avait fait certaines hypothèses, qu'il avait spéculé, je crois pouvoir utiliser ce mot dans le présent contexte, et qu'il avait effectué des analyses et que parfois il n'avait pas de connaissances personnelles, mais qu'il avait seulement lu les documents et essayé de donner des réponses. Ces derniers jours, le témoin a aussi dit que la Chambre devrait ignorer les parties de sa déposition dans lesquelles il emploie des mots comme peut-être, il se peut que, à mon avis, je crois comprendre. Je demande juste au témoin si, à la lumière de réponses données aujourd'hui, il souhaite que la Chambre fasse preuve de prudence et de circonspection avant d'accepter quoi que ce soit qui se trouve dans ces déclarations. Le président, je donne la parole à la juge Cartwright. Je vous en prie, la juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. La Chambre retient l'objection soulevée par l'accusation. Les juges tiendront compte des différents points soulevés au cours de l'interrogatoire de ce témoin. Ceci concerne la déposition dans son intégralité ainsi que certains de ses passages. Les juges sont parfaitement à même de tirer ces conclusions. Merci, Maître Carnavas. Maître Carnavas, je vous en suis très reconnaissant. C'était juste un résumé, une question de clôture. Et là-dessus, en mon propre nom et au nom de mon équipe, nous vous remercions d'être venus déposer. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous et bonne chance. Merci beaucoup, mesdames, messieurs les juges. Le président. L'audience de cet après-midi est bientôt terminée. Il reste peu de temps. Nous allons donc écourter les débats. Les audiences reprendront mercredi prochain à 9h du matin. Nous allons commencer d'entendre la déposition du témoin TCW 307, lequel sera d'abord interrogé par l'accusation après que les juges auront posé les questions initiales. Lundi et mardi, les 10 et 11 septembre 2012, la Chambre ne siégera pas car les juges doivent délibérer et se prononcer sur différentes questions
En outre, certains des juges assisteront à la réunion du comité de procédure. Monsieur Nang Sopron, votre déposition est à présent terminée. Vous êtes à présent autorisé à rentrer chez vous. La Chambre vous remercie d'être venu déposer durant plusieurs jours. Merci pour votre patience, merci pour les efforts que vous avez faits. Ce sera une contribution à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne chance et un bon retour chez vous. Huissier d'audience, en coordination avec l'unité des témoins et experts, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez lui. Concernant le témoin de réserve TCW 307, veuillez vous occuper de lui pour qu'il puisse rentrer chez lui et revenir mercredi prochain. Agent de sécurité, veuillez conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire le mercredi 12 septembre 2012 pour 9 h du matin. L'audience est levée. សូមអញ្ជើញក្រងឈរ